véritable stratège vis-à-vis des colonies. De Gaulle, vous vous rappelez, hein, dans l'espoir d'y tuer l'esprit de lutte et d'opposition à la métropole en le rendant sans objet, hein, apparent. Donc, lui, De Gaulle, il a déjà vu que s'il donnait l'indépendance aux États africains, hein, c'est déjà un danger pour sa nation. Un danger pour sa nation. Donc, ils vont tout faire pour tuer, hein, tous, hein, les esprits, hein, révolutionnaires. Et ils continuent de le faire aujourd'hui. Quand tu deviens révolutionnaire, tu vas te retrouver dehors. Tu vas fuir comme Tipi au Togo. Hein, tous les révolutionnaires, hein, si tu veux révolutionner quelque chose et que la France n'est pas derrière toi, tu vas finir par revenir vers la France pour demander l'asile. Et là, on te garde bien à l'œil nu. Tu vois nos faiblesses. Il dit, Tchekata Diop, des territoires qui ne cessaient pas, hein, depuis 10 ans d'aspirer à l'indépendance, la réclamant, excusez-moi, là, réclamant aujourd'hui avec insistance, faut-il laisser ce mouvement se développer contre nous? C'est De Gaulle qui dit ça. Est-ce qu'il faut laisser les mouvements là se développer contre nous ou au contraire tenter de le comprendre, de l'assimiler, de le canaliser? Hein? Il s'étonne que les Africains, hein, pendant les mouvements d'indépendance, pensent à se développer, pensent à des mouvements. Vous voyez, parce qu'on nous a toujours présentés comme des bêtes de somme, hein, des bons sauvages, hein, donc on n'est pas capable de réfléchir. Comment se fait-il que les Noirs vont commencer par créer des mouvements de révolte? Depuis quand? Depuis quand les singes, les animaux, hein, vont se rebeller? Donc cette phrase qui serait de lui est le résultat d'une longue médiation qui remonte à la 5e République. C'est Cheikh Anta Diop qui ajoute ça, sur la durabilité du fait colonial. La durabilité du fait colonial, mes chers amis. L'expérience de l'Indochine et celle de l'Afrique du Nord ont servi à développer les événements en Afrique noire. Vous imaginez l'Indochine, les Occidentaux vont perdre en Asie tout, hein, et aussi, hein, en Afrique du Nord, ils vont perdre leur contrôle. Hein. Vous vous rappelez de la guerre civile, la guerre d'Algérie avec la France. C'était violent, dur. Hein. L'Algérie, hein, n'avait pas accepté, donc va se mettre en guerre contre la France, une colonie contre la métropole. C'est quelque chose qui a été effrayant pour les Français. Voilà. Et ils ont déployé tous les moyens possibles pour détruire l'Algérie. Jusqu'aujourd'hui, les méfaits de cette guerre continuent parce que la France va libérer des choses toxiques, hein, des gaz, tout ça là. Vous allez voir qu'en Algérie, il y a beaucoup des enfants qui sont handicapés mentalement, des trucs comme ça, pas possible en Algérie. Hein. Donc, c'est l'effet de cette guerre qui continue. Donc, l'expérience de l'Indochine et de l'Afrique noire, hein, De Gaulle en pense. Donc, ces expériences ont permis d'octroyer l'indépendance qui allait être arrachée. J'ai desserré les liens avant qu'ils ne se rompent, aurait-il dit. J'ai desserré les liens avant qu'ils ne se rompent. C'est un acte de haute stratégie destiné visiblement à atrophier la conscience nationale, à l'amoindrir, au point de la rendre socialement à toutes sortes de mixtures, tu vois. Donc, il va agir, hein, il va agir pour atrophier la conscience des Africains. Là, on n'a pas vu venir. Hein. Nos pères des indépendances, dans le temps, ils n'ont pas vu venir. Parce que le noir, chaque occasion, cherche à se retourner contre le noir. Au lieu d'être ensemble pour combattre et avoir l'indépendance, hein, les blancs, ils vont faire miroiter à l'autre. Mais toi là, pourquoi tu laisses l'autre là, trop virulent, hein, contre nous? Donc, du coup, c'est ce qui s'est passé au Congo avec Mobutu. Vous voyez, Mobutu que Patrice Lumumba avait accueilli dans leur groupe.
et qui travaille avec moi, comment dit-on, Patrice Lumumba, va finir par se retourner contre Mobutu, contre Patrice Lumumba, va le livrer aux Européens, hein, aux Belges, aux Américains, ils vont le tuer, hein, le grand stratège, Patrice Lumumba, qui a accepté Mobutu dans leurs équipes. Hein, vous avez vu, quand il faisait des réunions, Mobutu allait et restait derrière, se cachait. Personne ne l'acceptait dans le groupe. Patrice Lumumba l'avait vu un jour et a dit, ah, mon frère, viens avec nous. Et depuis là, il a accueilli dans le groupe. Et là, mon cher ami Patrice, hein, va acheter, hein, un sorcier à la place d'un voleur. Et Mobutu, hein, va se retourner contre Patrice Lumumba. C'est comme ça qu'ils ont atrophié la conscience des Africains. Il dit, si ce pari pouvait être gagné, c'est De Gaulle qui dit ça, le destin historique du continent serait compromis. Vous imaginez, ils ont pensé que s'ils arrivent à corrompre mentalement les Africains, c'est fini. Et c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi nos États végètent toujours dans la médiocrité. On ne comprend pas. Alpha Blondy a dit sur un plateau que oui, certains individus peuvent se tromper, mais comment se fait que tous les États, les présidents africains, n'arrivent pas à voir clairement ce qu'il faut pour leur nation? C'est ici qu'on comprend. C'est un système qui a été développé par la France pour atrophier la conscience des pays, hein, des colonies françaises, hein, et quand ils gagnent ce pari, c'est fini. Notre avenir est compromis. Ça, c'est ça. Et ça fait que nous sommes devenus, hein, des gens qui vont fuir le continent pour venir chez eux et être volontairement en captivité, en esclavage. Vous voyez? Mais tous les paris de ce genre contre le destin des peuples ont toujours été historiquement perdus. Ça, c'est Cheikh Anta Diop qui le dit. Parce qu'il y a toujours des gens, des gardiens du temple, des gens qui vont se relever un jour comme Tiani, comme Ibrahim Traoré, comme Greta. Vous voyez? Voilà. Il y a quelqu'un, c'est Tabi Amorin qui disait ça au Togo, hein, qu'on peut tromper des citoyens, mais on ne peut pas tromper tout un peuple. Vous voyez? Donc, dans le cas contraire, l'Eurafrique, avec ses liens horizontaux et verticaux, se leur réaliser sous une forme plus insidieuse. Vous voyez? Plus souple. Donc, la confédération en gestation, vous savez qu'on pensait, c'est le début du panafricanisme, hein, on pensait à une confédération, n'en serait qu'une nouvelle forme mieux adaptée aux circonstances. C'est ainsi qu'un congrès a été organisé sur la Côte d'Azur. Ils vont organiser un congrès, c'est les pères des indépendances là, hein, en novembre 1959, entre responsables politiques africains et industriels européens. Les industriels européens, vous comprenez que depuis fort longtemps à la base, hein, les firmes, les entreprises là sont au cœur de la politique en Afrique et c'est eux qui mènent la cadence. Vous voyez, où l'on notait la présence de nombreux Allemands. Il y avait les Allemands. Tous les magnats de l'industrie européenne désireux de transformer l'Afrique en un champ d'expansion économique. Là, ils voyaient l'Afrique comme, hein, un territoire où ils vont venir faire du commerce. Hein. Politiquement stabilisés étaient présents aussi à la recherche d'interlocuteurs valables. Donc, vous savez, donc ils vont créer aussi des Noirs, des Africains à leur guise pour pouvoir les servir. Vous savez que les Blancs n'auront pas gagné, hein, leur pari s'ils n'ont pas réussi à corrompre des Africains avec eux, qu'on appelle les nègres de maison, selon Malcolm X. Ces nègres de maison existent toujours comme les dictateurs que nous avons aujourd'hui en Afrique, comme Faure Gnassingbé, ces nègres de maison avec tout son régime. Et pire encore, on a des intellectuels, des soi-disant intellectuels
qui sont envoyés ici à Bengué, hein, qui n'étudient même pas, qui sont là à regarder, hein, les esprits révoltants, hein, pour pouvoir nous traquer. Voilà, ce sont des nègres de maison. Hein? Il leur fallait des garanties politiques, avant tout investissement. On s'est aperçu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, du reste, que pour qu'une telle situation soit durable, il faut créer une véritable bourgeoisie indigène industrielle. Vous voyez les Blancs, ils disent maintenant, comme ils fonctionnent sous la bourgeoisie, il faut aussi créer des bourgeoisies en Afrique. Voilà. Hein, c'est là où on parle des dynasties qui sont là et qui coopèrent avec l'Occident et les régimes mafieux dans nos États. Hein? Il y a des dynasties au Togo. Hein. Je vais faire un live dedans. Je connais une dame qui les connaît tous. Hein? On va parler de cette dynastie qui soutient le régime dictatorial des Nyachibé, parce que tant que le régime est comme ça, leurs intérêts sont protégés. Vous voyez, les intérêts sont protégés. Donc on parle au niveau de la finance, des banques, tout ça là, dont les intérêts de la classe soient désormais du côté de ceux de la grande finance internationale. Vous imaginez donc cette dynastie ont été financées par les Blancs. Hein? Ils vont être financés par les Blancs, hein, pour contrôler le reste sur le territoire. Vous imaginez, c'est ce qu'on fait. Et on corrompt tout le monde. On va donner de l'argent. Vous voyez comment on voulait assassiner Ibrahim la dernière fois. Ils ont donné combien? Apparemment 25 millions, ou bien oui. Hein? 25 millions d'euros pour pouvoir assassiner ce monsieur. Et ça se passe partout. C'est ça qui fait que l'opposition ne tient pas la route. Quand ils mettent un mouvement, on appelle la tête, on le braque des liasses d'argent, ils vendent le mouvement. Et c'est ça. Hein? Et on ne cesse pas de crier sur nos leaders, l'ANC et ces consorts-là, qui n'arrivent jamais à aboutir leur lutte. C'est ça. On n'a que trop tardé de le faire. C'est une faute que les bourgeoisies européennes s'efforcent de réparer dans les délais historiques. Mais c'est avec la découverte des pétroles du Sahel que l'optique de la politique coloniale française fut complètement bouleversée. Ils vont découvrir le pétrole. Désormais, la bourgeoisie française pense qu'il n'est plus praticable de se souder à l'Algérie. Donc, vous voyez déjà, il y avait un fait à la naissance du panafricanisme. Quand les Noirs se mettaient ensemble avec les combattants, les activistes maghrébins, on devait créer une forte organisation de l'unité africaine. Mais la France, par exemple, va damer beaucoup sur l'Algérie, hein, pour extraire l'Algérie de cette union, pour faire croire aux Maghrébins qu'eux, ils sont des Blancs, que vous êtes, on va vous accepter plus. Aujourd'hui, en France, c'est le dégât pas possible. Les Maghrébins sont les plus terribles, incontrôlables là-bas. Voilà, historiquement, d'où viennent ces choses-là. Donc, la France croit le projet réalisable, plus réalisable en tout cas que l'ancienne Union française ou même la communauté qui devient secondaire. La France se résout à admettre que l'Afrique noire sera perdue tôt ou tard. Vous imaginez ces gens, comment ils sont méchants? Ils disent qu'ils savent que nous, on sera perdus tôt ou tard, compte tenu de la modicité des moyens de cohésion militaire. Donc, on n'a pas une force militaire, compte tenu du cycle d'évolution irréversible dans lequel s'engage de plus en plus le continent noir, on s'incline de bonne grâce devant la fatalité. C'est ça. Donc, les Noirs, quand on se bat et que c'est dur, on dit, ah, c'est fini, on peut rien, faut Nyachibé, maintenant 60 ans, ça sert à rien, il faut que j'aille manger. Voilà, le fatalisme, ou bien la fatalité, c'est ça, on tombe souvent dedans. On dit, oh, les gens là, ils tuent depuis
60 ans, ils vont me tuer. Donc, on ne peut plus. C'est ça qui fait que nos problèmes, on n'a jamais de solution. Oh, on a arrêté quelqu'un. Jean-Paul Molo a été arrêté. Je suis de la diaspora. Je ne milite plus. Et c'est fini. On tombe dans la fatalité et on va abandonner toute une lutte de génération en génération. On va sacrifier nos enfants. On va sacrifier notre peuple. Par contre, la France pense que la présence d'une minorité en Afrique du Nord et la proximité de ce territoire, contrairement à l'Indochine, sont des facteurs déterminants en faveur d'un maintien de son autorité. Donc pour lui, il dit, s'il arrive à créer une force dans le Maghreb, déjà, il est proche de nous. Donc en cas de question, ils peuvent nous aiguiller. En conséquence, en concentrant ses efforts sur l'Algérie, elle croit pouvoir disposer d'une source permanente d'énergie et de minerais variés qu'elle avait l'habitude d'aller chercher plus loin et hors de la zone franc. Elle se voit devenir virtuellement la première puissance énergétique de l'Europe occidentale. C'est toujours la question des matières premières. Désormais, dans un mouvement parallèle, elle se fait libérale en Afrique noire afin de reconquérir sur le plan sentimental l'amitié des anciennes colonies aigries, tandis qu'elle tente de broyer et d'assimiler l'Algérie. Donc, ils vont prendre le temps de se familiariser avec l'Algérie parce qu'ils savent que nous, les Noirs, ils disent qu'ils ont dans la tête que nous, on est que de bons sauvages, on ne peut pas réagir. Donc, d'abord, il va finir avec le Maghreb et après, il va s'attaquer à nous. Cependant, nous ne sommes pas encore libres, même à la suite de ce desserrement de liens, car nous ne pourrons pas choisir un régime politique et social différent de celui du camp occidental sans risquer de nous battre militairement ou de nous voir renversés par des intrigues, utilisant des partis locaux d'obédience occidentale. C'est ça. Donc, vous voyez, au début des indépendances, c'est ça. La France va se concentrer de dominer, de conquérir l'Algérie et d'être à côté de nous. Ils nous ont donné un peu la liberté de nous constituer, mais ils savent bien qu'on ne peut pas, parce que déjà sur le territoire, eux, ils ont phagocyté certains courants politiques pour l'indépendance, d'où on avait eu au Togo le CUT et les progressistes, tu vois, et il y avait question de Juventus et ces consorts-là. Vous voyez, il y a certains qui sont là, à d'obédience occidentale, qui sont pour la France, et le parti de Sylvanus Olympio, eux, ils seront frontales, révolutionnaires. Donc, ils vont avoir tous les problèmes au monde avec l'autre parti qui est d'obédience occidentale. Voilà. Désormais, dans un mouvement parallèle, elle se fait libérale, comme je vous l'ai dit tout de suite. Cependant, et comment il s'appelle? Cheikh Anta Diop dit que malgré ça, on n'était pas prêt, parce que il suffit que la France envoie les militaires et puis ils vont tout raser. C'est à cette dernière ligne que se retranchent, camouflent même les batteries de l'Occident impérialiste qui prétend faire dépendre son sort économique et sa civilisation de la conservation de l'Afrique. Donc, ils vont tout faire pour conserver l'Afrique. Mes chers amis, c'est une lecture expliquée et nous essayons quand même d'intégrer des faits nouveaux, l'actualité dans ce que nous lisons. Pour comprendre ce qui nous arrive dans le présent, il faut comprendre ce qui s'est passé historiquement. Que signifie conserver un pays indépendant? Ça, c'est Cheikh Anta Diop qui dit ça. Que signifie conserver un pays indépendant? Si nous acceptons de nous engager dans un processus capitaliste de bourgeoisie dont l'issue est fatale à la santé politique de notre pays, de constituer cette classe auxiliaire de la finance internationale, tout va bien.
Si nous disons mieux encore, nous sommes vos fils spirituels. Ah ouais, c'est ça. Hein? Et les Blancs, ils m'ont dit qu'ils sont les fils spirituels. Et intellectuels, ils ont ajouté, votre émancipation noire, hein, faites de nous à temps des dépositaires de vos intérêts financiers et moraux. Vous voyez? Et la situation sera sauvée. Donc, ils vont miroiter au noir, hein, on est spirituellement là pour vous et on va vous financer. Vous voyez? On ne vous fera plus, on ne vous verra plus, bien que vous soyez encore là, nous serions d'écran. Ce ne sera plus vous, mais nous. Ça c'est clair. Africains contre d'autres Africains qui défendront vos idéaux. Si nous disons tout cela, c'est excellent. Putain, c'est la machine totale. Hein? Vous voyez comment on a travaillé le mental de l'homme noir. Ce qu'on a subi est très difficile. On ne doit pas dormir, mes chers amis. C'est le moment d'aller lire, de retrouver ce qui nous est arrivé, de trouver des solutions, mes chers amis. Comment se fait-il que les Noirs, hein, les Noirs là, on est content, hein, de la médiocrité tout le temps. On veut se lever très tôt, hein, pour jouer le bon travailleur. Mais non, on doit dormir, se lever convenablement et réfléchir, hein, pour créer des entreprises, pour créer des espaces de dialogue, des espaces, hein, où nous pouvons, hein, prendre des idées qui vont libérer le continent africain. C'est fou ça. C'est ainsi que cette nouvelle politique libérale peut être entièrement efficace pour ne pas être trop idéaliste. Est doublée partout, sauf en Guinée où on n'a pas eu le temps de le faire. Vous voyez qu'en Guinée de Sékou Touré, eux, ils ont dit niet. Tout de suite, il a refusé cette coopération, cette magouille française. Hein, Sékou Touré va refuser. D'une mise en place n'a pas eu d'hommes politiques bien pensants de toute une infrastructure adéquate. La nouvelle politique libérale a eu partout comme conséquence l'éviction des véritables mouvements révolutionnaires et le triomphe des équipes traditionnelles conformistes. Tout de suite, on nous demandait que pourquoi Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani, tout ça là, hein, arrêtent certains journalistes, arrêtent certains de leurs citoyens, les mettent en prison. Voilà. Ça, si le gars qui avait dit ça pouvait comprendre ça. Je vais relire. La nouvelle politique libérale a eu partout comme conséquence l'éviction, hein, des véritables mouvements révolutionnaires et le triomphe des équipes traditionnellement conformistes. Hein? C'est-à-dire que les Africains qui se conforment aux Occidentaux, hein, c'est eux maintenant qui vont faire face sur face. Comme on a tué Sylvanus Olympio, voilà. Les Yadema, les Nyasibé ont pris le contrôle du Togo jusqu'aujourd'hui. Et c'est la France qui est là jusque maintenant. C'est ça. Elle tend partout à faire passer les dits conformistes aux yeux du peuple pour des pseudo-révolutionnaires. Donc, ils vont tout faire. Le peuple va finir par accepter d'ailleurs ces salauds-là, hein, ces médiocres, comme des bons. Enfin, de les accréditer. Voilà. À un moment donné, les gens finissent par dire Sylvanus Olympio, hein, percevait de l'impôt, était dû, donc qu'il y a des moyens venus pour, hein, rendre stable la société. Ça a été beaucoup dit comme ça. Les gens ont cru, hein, à ça. C'est ces derniers temps qu'on a recommencé par lire les choses, par creuser ce qui s'est passé, qu'on est en train de se détacher, hein, de cette idée, hein, qui a été collée au mental togolais, comme quoi Yadema était venu, hein, pour, hein, stabiliser politiquement le Togo en son temps en tuant Sylvanus Olympio. La situation du Cameroun est typique à cet égard. On donne un exemple.
On se demande en effet, dans le cas de l'octroi désintéressé d'une indépendance, ce qui empêcherait la France de rester neutre vis-à-vis des différents partis, hein, d'accepter des élections véridiques et préalables. Si c'est le seul moyen d'amener au pouvoir une équipe de dirigeants populaires, d'apaiser les esprits et de stabiliser la situation politique. Mais de puissants intérêts matériels sont en jeu. Hein, barrage des DA, on parle, je pense au Cameroun, usine de traitement de la bauxite, tout ça là. Il n'est pas pensable de favoriser une équipe révolutionnaire qui viendrait remettre tant d'intérêts en question. Donc, nos matières premières sont toujours convoitées. Il faut donc tenter de faire en sorte que le peuple camerounais n'ait pas l'impression de devoir son indépendance au parti d'Oumnyombe. Donc, Oumnyombe, qui est un révolutionnaire qui se battait pour l'indépendance, on va tout faire pour détourner l'attention des Camerounais de Oumnyombe. Vous voyez, ils vont tout faire pour le diaboliser et le peuple va se retourner vers un autre Africain qui est à la sorte de la France. C'est comme ça qu'ils nous ont travaillé. C'est trop dur. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils nous ont cuisiné. Hein? Nous subissons déjà très durement et partout les inconvénients calculés de l'autonomie interne qui prépare, dit-on, à l'indépendance. Vous voyez, c'est la France qui pleure comme ça. C'est la division des forces révolutionnaires avant l'indépendance totale et réelle. Donc, il faut diviser ces forces-là. Division qu'il sera difficile de résorber partout avec la même facilité. C'est la stratification de plus en plus solide de la société africaine. Stratification, hein, en classe, au sens moderne et économique du temps, et l'impossibilité presque d'éviter dès lors une lutte de classe en Afrique noire. C'est la folie, mes chers amis. C'est la folie. Et s'il y a quelqu'un qui veut mettre un mot, c'est la folie, c'est ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Au Togo, on a plus de 113 partis politiques. 113 partis politiques qui n'ont pas de programme de société. La stratification de la société. Donc, la France va injecter des idées néfastes dans nos sociétés. Donc, tout le monde va se dire, je suis le leader, je suis tel, je suis un visionnaire. Et c'est du bouillabaisse qu'on va voir la naissance des partis politiques, les tendances diverses. Hein, tout cela vont torpiller la révolution. C'est ce qu'on a fait. Dernièrement, au Togo, Tikpi, la révolution de Tikpi a été torpillée grâce à ça. Quand les partis politiques, là, les ANC, les autres sont rentrés dedans, pouf, cette révolution, c'est loin. Cuisiner, c'est la folie, quoi. Les mots d'ordre. Ouais. Bonsoir, pour continuer. Hein. Je vous suis. Je suis dehors là. Ouais. Merci. Et je te un peu. Oui. Notre malheur ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les indépendances. Et ça a été pensé scientifiquement par les Occidentaux. Ils ont dit que nous, on aura de la peine à se libérer. C'est ça. Les mots d'ordre Je dis qu'ils nous ont eu là. C'est à nous de se réveiller maintenant. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est franchement le travail, ça dépend. Ça demande vraiment un sursaut de soi-même. Les mots d'ordre ne mordent pas sur l'esprit et le cœur des masses exécutantes, encore moins sur ceux des fonctionnaires. Car, un mot qui est très difficile, hein? Un terme difficile à prononcer. Stakhanovisme. Bon, je ne l'ai pas rencontré, mais on va encore chercher pour qu'on. Mais je sais, on va comprendre après.
Et austérité économique, on veut parler de l'austérité économique, n'ont de sens que dans le cadre d'une véritable indépendance. Austérité économique, ils vont rendre hostiles nos économies, hein, hein, pour détruire tout ce que nous cherchons comme indépendance. Il n'en est rien dans un régime conçu pour améliorer en toute sécurité la production capitale étrangère par des procédés dont l'évidence n'échappe pas à tout le peuple. Seules les perspectives grandioses de construction d'un État africain continental moderne et fort permettent de créer l'enthousiasme, l'esprit d'abnégation. L'esprit d'abnégation, excusez-moi, j'ai dû fermer le truc de la personne. Un véritable sentiment patriotique, voilà. On cessera alors et alors seulement de poser le problème de l'indépendance nationale en termes de salaire, comme ceux qui commencent déjà à dire il eût mieux voulu laisser les choses telles qu'elles étaient. C'est ce qu'ils nous font. Ils vont faire en sorte que nous-mêmes, nous allons commencer par nous détester. C'est ça la France. Au moment où nos pères des indépendances ont commencé par se battre, Donc, ils vont rendre l'économie hostile, comme ils ont fait en Guinée équatoriale, Guinée-Conakry de Sékou Touré. Quand Sékou Touré a opté pour l'indépendance totale, directe et immédiate, qu'est-ce que la France a fait? La France a dévalué la monnaie guinéenne tellement que Sékou Touré en a vu de toutes couleurs. Donc l'économie, ils vont serrer l'économie, rendre hostile l'économie guinéenne, à tel point que finalement, les Guinéens ont commencé par insulter Sékou Touré, l'injurer. Dis-toi, tu nous affames, Sékou Touré, tu n'es pas bon. Vous voyez ça? Donc, c'est un système politique. Il suffit de l'appliquer et les résultats sont là. Vous voyez ça? C'est fou. Il eût mieux valu laisser les choses telles qu'elles étaient. C'est tout comme on aurait accepté, dit que il faut laisser l'esclavage. Vous voyez? Ou bien laisser les Blancs nous coloniser. Ce fatalisme qui nous domine, c'est ça. Hein? Tellement que l'ANC, ils ont dit, l'ANC au Togo, là, ils ont dit, ce n'est pas eux, là, que les Nyaspé restent au pouvoir. Ils ont dit ça. Vous voyez? Que ce n'est pas eux, que les Nyaspé restent au pouvoir. Que le mal continue pour tout le monde. Voilà. D'où viennent ça? Ces gens-là. Ils ont puisé ça. Hein? Vous voyez? C'est la folie. Tout ce qui précède traduit l'absence de partis révolutionnaires au pouvoir partout dans la communauté. Donc, la France a tout fait pour éviter et d'avoir ce que on peut dire les partis révolutionnaires au pouvoir. La preuve, c'est qu'ils les ont tous assassinés. Hein. Malgré ça, nos grands révolutionnaires sont arrivés à obtenir les indépendances. Ils les ont tous assassinés. J'ai joué une musique tout à l'heure là. Thomas Sankara, tué. Samouraï Machel, assassiné. Tout. Ça, ils l'ont fait. Dans le même ordre d'idée, pour résoudre l'anti-intellectualisme larvé que l'on constate partout en Afrique noire au niveau des responsables politiques comme des réflexes d'autodéfense, il faut que les intellectuels soient capables de dégager des perspectives pour l'Afrique, des solutions pour les problèmes qui se posent à l'échelle nationale d'une façon qui ne laisse aucune autre voie possible. C'est ça, c'est Cheikh Anta Diop qui dit ça. Les intellectuels qui vont prendre le pouvoir, ils doivent tout faire pour ne pas laisser des espaces de réflexion aux autres pour qu'ils puissent se retrouver dans des difficultés, comme ça se passe dans l'AES aujourd'hui. Les gens crient qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Non! Il y a un moment donné, il faut jouer sur l'austérité.
il faut être hostile envers son peuple. C'est-à-dire que si tu veux sauver le peuple, à un moment donné, il faut appliquer ça sur des années pour pouvoir l'orienter vers une bonne vision. Sinon, tu ne peux pas. Il faut qu'ils sachent ainsi s'imposer à la fois par leurs efficacités. Il ne faut pas s'imposer pour s'imposer, mais il faut s'imposer par l'efficacité. Hein? Il faut, celui qui s'impose doit être efficace. Ce n'est pas comme au Togo. Faure Gnassingbé n'est pas efficace. Il s'impose par l'armée, par la force brute. Alors que sur le terrain, il n'est pas efficace. Il ne fait rien. Vous voyez que Ibrahim Traoré a bien appris la leçon. Il s'impose par l'armée, il est très efficace sur le terrain, il crée des choses, il nationalise les choses, il crée des entreprises, il fournit même des tomates au Togo. Bientôt, il va fournir du blé au Sénégal. Vous imaginez, tout récemment, il a compris qu'il faut planter du blé au Burkina Faso, ça pousse. Et ils ont planté, Sonko est parti au Burkina Faso négocier le commerce du blé récemment. Vous voyez ça? C'est ça un visionnaire. C'est ça un dirigeant efficace et qui s'impose. Voilà. Leur goût du travail désintéressé pour le peuple et leur simplicité. Quand même, le gars, il est simple. Il faut qu'ils soient sincères avec eux-mêmes et pour ceux qui sentent vraiment qu'ils sont animés d'un idéal à toute épreuve. Il faut qu'ils se distinguent des esprits qui ne cherchent qu'à briller d'une lumière trompeuse. Les lumières trompeuses, on en voit au Togo comme à Basse-Kabois. C'est une lumière trompeuse. Il vient, il trompe les gens. Il faut être prudent envers ces gens-là. Aussi artificiel que stérile. Il y a des gens qui sont là. Ils parlent, mais il n'y a pas de contenu. Que stérile. Il n'y a rien. Ils ne peuvent rien faire. Vous prenez le cas de FDR. C'est un parti stérile. Bien qu'ils ont un grand homme comme Apevon, qui est un professeur quand même, de droit, qui a du contenu. Mais jusqu'ici, sa politique est stérile. Il n'a jamais, je ne sais pas, FDR, je ne sais pas ce qu'ils ont une fois fait au Togo. Vous voyez? C'est ça. Donc, il y a des partis stériles comme ça. Parmi les 100, combien partis politiques, beaucoup sont des... Presque aujourd'hui, tous ces partis sont stériles. Il n'y a aucun parti qui essaie de se montrer utile au combat. Mais on verra quand même. Il y en aura quand même. Et on va voir. Voilà. Autrement dit, des pseudo-intelligences à facettes, faciles à réduire à l'inconséquence. Donc, des partis qui sont là, qui font rien, mais qui disent qu'ils sont des leaders de l'opposition, avec un bruit comme ça, c'est fini. Comme Aimé Gogué. Aimé Gogué, par exemple, qui a 2 députés, c'est un parti stérile. S'il fait quelque chose, on crie sur eux, boum, on a Silo Gomé. Tu vois, c'est ça qu'on a au Togo. Un anti-intellectualisme, ce sont des anti-intellectualismes, le dit Cheikh Anta Diop. D'autodéfense consacrerait une nouvelle perte de l'Afrique et ces gens sont très dangereux s'ils pouvaient se généraliser. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de rejeter ce qui nous a manqué le plus pendant ces 3 derniers siècles. Purée. Voilà. Cheikh Anta Diop a écrit ce bouquin, il est mort depuis, et ce bouquin ne continue pas à parler de lui-même. Mes chers amis, il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses. Les Blancs ont fait en sorte que les peuples africains ne se réveillent pas. Ils nous ont divisés, juste, même dans l'âme. Les Blancs, ils ont instauré
un système qui fait que nous-mêmes, on devient auto-fort, comme on le dit, comment il s'appelle, Gomez. On se détruit nous-mêmes. Hein? L'homme noir va haïr lui-même. Hein? On nous a miroité, c'est vrai qu'on a tourné le disque d'une manière que on ne voit que de la médiocrité, on ne voit que du négatif partout.